Alors les métiers d'art, on en a beaucoup parlé sur cette journée, des métiers d'hier, des métiers d'aujourd'hui, pour mieux préparer les métiers de demain. Avec ce volet qui est quand même important, qui arrive en fin de journée, mais il est fondamental, cette formation. Il y a eu déjà des propos tenus sur la précédente table ronde qui vont nous permettre de voir comment ça se passe, comment on se retrouve un petit peu. On m'avait envoyé en annexe le maquis de la formation. J'étais assez surpris du terme choisi du maquis. Ça vous donne un peu l'ampleur de cette aptitude à essayer de retrouver son chemin. Comment on valorise et on sécurise les parcours. Comment on parle aussi de reconversion, parce que cette formation s'adresse aux plus jeunes, mais pas seulement. On s'aperçoit qu'effectivement, on peut avoir 40, 50 ans, 60 ans et plus, parce que maintenant, on peut aller encore plus loin dans le monde du travail et qu'on a envie de faire autre chose de sa vie en assurant une reconversion. Donc j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Armelle Wessmann. Donc vous représentez le centre, ce campus Versailles, patrimoine et artisanat de l'excellence. Tout est dit, en quelques mots vous vous présentez, mais rien que le mot déjà c'est magique. Bon, ben voilà, alors j'ai plus rien à dire. En plus, comme c'est la fin de la journée, il va falloir être efficace. Voilà. Juste peut-être dire deux petits mots de l'histoire de cette formation, parce que l'histoire de la formation de ces métiers, en fait, est beaucoup plus jeune que ces métiers eux-mêmes. L'organisation de la formation a à peine plus d'un siècle. C'est important de le raconter pour comprendre aussi ce que nous, on est campus, ou CMQ, pour ceux qui connaissent, c'est un acronyme affreux. Que l'on traduit comment ? Campus des métiers et qualifications. Voilà. Mais qui correspond quand même à un changement assez important dans le paysage aujourd'hui de la formation. Alors, juste rappeler qu'au 18e, 19e siècle, il y a quand même très très peu de centres de formation. Il y a les compagnons, ça a été rappelé, il y a quelques centres de formation, mais très peu. La fin du 19e siècle, ça ressemble quand même un peu à ce qu'on vit en ce moment. On s'inquiète de la pauvreté de la formation à l'époque. Et on se dit, il serait bon que l'État y jette un œil. Et donc, en 1919, il y a une loi fondatrice qui s'appelle la loi Astier, qui impose aux entreprises l'obligation de former sa main-d'œuvre. À ce moment-là, la formation est prise en charge par les communes, les chambres de commerce, les chambres de métiers, les entreprises, les associations, enfin, qui voudra bien s'y coller. Donc on sent bien que le verre est déjà dans la pomme pour expliquer ce qu'est aujourd'hui le maquis de la formation sur ces sujets-là. Donc la formation est un peu floue. En 1945, on massifie l'enseignement professionnel. Et la norme scolaire scolarise les apprentissages. Donc, forcément, c'est l'école, et c'est l'école comme instrument d'émancipation de l'individu, du citoyen, et donc il faut savoir compter, lire, écrire. Donc l'enseignement manuel n'est pas dans le souci immédiat de l'instruction, mais en 1959, on prolonge l'obligation d'enseigner jusqu'à 16 ans. Et à ce moment-là, les entreprises disent, on confie à l'école le soin de former aux enseignements manuels et professionnels. Je le dis parce que ça s'oublie quand même assez. Alors moi, je ne suis pas de l'éducation nationale, donc je le dis d'autant plus qu'on assiste quand même à un retournement de l'histoire. Et donc à ce moment-là, il y a deux systèmes qui vont se développer en parallèle. L'enseignement scolaire, avec les lycées d'enseignement technique et professionnel. Et puis à côté, parce que en fait, tous ces gens qui forment ne se sont pas arrêtés de former, les chambres des métiers, les chambres de commerce, etc. Et donc, ce qu'on va appeler les centres de formation d'apprentis. Et les centres de formation d'apprentis ont des diplômes qui sont validés par l'éducation nationale, ont des centres dans lesquels ils forment, dont les équipements vont petit à petit être confiés aux régions. Et donc aujourd'hui, et les lycées professionnels, c'est pareil, sauf que c'est plus scolaire, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas d'apprentissage. À ce moment-là, dans les années 60, et dans les années 80, on dit mais finalement, la responsabilité de l'enseignement professionnel, ça va devenir la responsabilité des régions. Donc vous voyez le bazar quand même. Les régions s'occupent des équipements et d'équiper les plateaux techniques. L'éducation nationale valide les diplômes. On peut faire de l'alternance, pas de l'alternance. Et encore, je ne vous ai pas parlé de la formation continue. Donc en fait, tout ce bazar amène à une situation, je suis désolée d'être un peu longue, mais ça explique quand même ce qu'on est, nous, aujourd'hui, au campus. C'est bien, vous posez déjà les jalons d'entrée de jeu parce qu'il est important de comprendre. Et donc,
il y a une réforme importante lancée par Jean-Michel Blanquer en 2018 sur le libre choix de choisir son avenir, bref, qui dit qu'il faut réorganiser l'enseignement professionnel. Et pour ce faire, ce n'est pas l'éducation nationale seule qui peut le faire, puisque en fait, au sein de l'éducation nationale, il n'y a finalement qu'une petite partie de cet enseignement professionnel. On ne peut pas faire sans les régions, on ne peut pas faire sans les fédérations professionnelles, on ne peut pas faire sans les chambres des commerces, machin. Donc on va créer des objets qui vont s'appeler des campus, des métiers et qualifications, qui vont agréger l'ensemble de ces acteurs, décoder le fonctionnement de ces différents acteurs et essayer de créer des synergies pérennes. Ces campus, ils vont s'organiser sur une volonté des acteurs du territoire et sur des secteurs forts de ces régions. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de campus sur l'aéronautique, sur les métiers d'art, sur tout un tas de choses, etc. Voilà. Et donc, nous, c'est là qu'on arrive. Je suis désolée, c'est très long, mais ça permet d'expliquer, et puis ça gagne un peu de temps pour mes collègues aussi. Mais sur les campus, Frédéric en fait, nous sommes des objets, et vous allez voir, sans doute, on est plein d'objets un peu différents, de territoires, où l'ensemble des acteurs qui participent à la formation se réunissent, discutent, essayent de faire le tri sur les compétences des uns et des autres et créer des synergies. Il se trouve qu'à Versailles, la chance a voulu que la présidente du château de Versailles se dise « j'ai envie d'être partie prenante de cette dynamique et je vais mettre à disposition 6000 m² dans les écuries du château de Versailles pour être un lieu totem ». Donc on est un lieu vitrine mais qui rayonne sur l'ensemble du territoire. La rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, a dit « moi, banco, j'y vais, c'est essentiel que j'en sois ». La région Île-de-France a dit « super, j'y vais dès demain ». Et puis, on a été suivi par un certain nombre de professionnels. Et donc, on a créé ce campus autour de 5 filières. Le patrimoine bâti, les métiers d'art et de design, l'horticulture et le paysage, la gastronomie et le tourisme culturel. Voilà, je me tais. Bravo Désolée. pour le pitch. Mesdames, Messieurs, on peut l'applaudir quand même. C'est jamais facile. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est effectivement, il y a la fondation Bettencourt-Schuller qui vous soutient, il y a la fondation NJ, mais on va y revenir tout à l'heure. On parle de campus. Alors là, on était à Versailles. Et on va aller vers notre invitée qui a sans doute parcouru le plus de kilomètres aujourd'hui, puisqu'elle vient de Montbéliard. Si ça fonctionne, on fait un petit test, Frédéric. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ça, ce sont les joies du direct. Mesdames, Messieurs, ce ne sont pas des hologrammes que vous avez en face de vous, ce sont bien des personnes... Ça marche. Voilà, ça marche. Donc, Frédéric, je disais, vous avez parcouru quasiment toute la Bourgogne-Franche-Comté pour nous rejoindre. Montbéliard, Tonnerre, combien de temps ? Ou par le train, ou par l'autoroute. C'est un petit quiz. Le temps ne se compte pas, tellement le plaisir et l'envie étaient importantes de représenter le campus des métiers, des qualifications, maroquinerie et métiers d'art. Et de la sorte, les lycées professionnels qui sont investis et qui sont partenaires de ce campus, pour expliquer, d'ailleurs, vous avez vu, on était tellement enthousiastes que les lycées professionnels que je représente en tant que campus ont voulu absolument montrer aux invités, aux entreprises, tout le savoir-faire que nous mettons en place pour réaliser des objets de cette qualité-là. Donc c'était vraiment très important pour nous. Ce sont grosso modo une quarantaine d'établissements, une soixantaine de formations. Alors non, on est à peu près sur le campus 12 établissements lycées professionnels partenaires de ce campus pour à peu près une soixantaine de formations. C'est cela. Alors, moi, ce que j'ai appris par rapport à votre établissement, c'est d'abord ce label d'excellence que vous avez, cette mobilité internationale, un beau projet au Portugal en 2024. Vous allez nous en parler dans un instant. Et puis, il y a... Alors, on connaissait Premier de Cordée, ça c'est Roger Frison-Roche, éventuellement Emmanuel Macron, pour ceux qui suivent. Vous, c'est les cordées de la réussite. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce concept ? Le sujet de la formation, il est partie prenante des lycées professionnels. Alors, j'ai été extrêmement attentive sur les manques, le lycée professionnel qui n'est pas suffisamment performant. Bon, les termes ont été utilisés et nous essayons, en tout cas nous, dans le cadre des formations qui sont mises en place. Et je remercie quand même notre académie aussi, la région Bourgogne-Franche-Comté, la région académique, la rectrice, qui fait confiance aux lycées professionnels, qui investit dans les lycées professionnels pour avoir des plateaux techniques adéquats, performants et qui permettent de répondre au plus juste aux besoins des entreprises. Cette formation, elle n'arrive pas comme ça. Le lycée professionnel, le campus, organise toute la question aussi autour de l'orientation. Parce que formation, c'est une orientation choisie au préalable.
Nous allons, les lycées professionnels, nous allons dans les collèges. Les collèges viennent nous voir dans les lycées professionnels. Et pour essayer de valoriser les filières professionnelles et autour des métiers d'art, on organise aussi dans chaque établissement des mini-stages. On fait toucher, on fait travailler les collégiens à partir de la classe de 4e. On les fait rentrer dans les plateaux techniques pour essayer justement de développer leur créativité. Et le discours, et je m'insurge un petit peu là-dessus, le discours de dire que finalement on oriente encore par défaut dans les lycées professionnels. C'est ce qui se dit tout le temps. Sur les métiers d'art, et puis je pense sur tous les lycées professionnels, il y a vraiment un travail qui a été fait par les collèges pour justement valoriser ces parcours de vraie réussite. Et par exemple, pour vous donner quelque chose de très concret, sur les établissements lycées professionnels de la Bourgogne-Franche-Comté, sur les métiers d'art, on a des taux de pression pour les filières qui peuvent aller de 1,9 à 4. Ça veut dire que pour une place dans un lycée professionnel, il y a 4 demandes. Donc on est bien loin des idées reçues que le lycée professionnel est une voie de seconde zone. Donc vous nous rassurez, ça s'est amélioré parce que ce n'était pas comme ça il y a quelques années en arrière. Soyons francs. Je confirme, voilà. Je confirme. Et encore là, si vous me permettez, on est à la fois très dynamique et on a envie justement d'avoir des formations encore plus proches des besoins des entreprises. Ce matin même, j'ai, au nom du campus, donc des lycées partenaires, signé une convention avec l'association EPV de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors EPV, vous traduisez ? Entreprise du patrimoine vivant. C'est bien, 20 sur 20. Voilà. On les a rencontrés ce matin même pour signer une convention pour être encore plus près de leur demande. On a, dans les métiers d'art rares, on cherche à développer et à faire connaître des formations. Alors, je les qualifie de formations qui n'ont pas encore de certification. Mais là, vous avez on travaille avec une association Techné sur la marqueterie de paille, parce qu'on le sait, on n'a pas encore de CQP pour cette formation-là. Voilà le travail des lycées professionnels, voilà le travail des campus pour valoriser les métiers d'art. Donc, on est là, l'éducation nationale est présente. Alors un petit mot sur ce concept avec le Portugal, puisque j'en parlais dans mon préambule. Ça sera l'événement 2024, on est bien d'accord. Donc il y a une volonté d'aller à l'international, même dans cette branche, mais c'est tant mieux, parce qu'on va aller s'aguerrir, on va aller apprendre des techniques, des méthodes ailleurs, à l'étranger. C'est formidable. Oui, et puis on est dans le partage. Les savoir-faire, c'est le partage. Vous avez parlé ce matin de transmission, de valeurs autour de cette notion de transmission entre les générations. Eh bien, on peut aussi aller rencontrer nos partenaires européens pour comprendre aussi leurs techniques, créer des liens. Et puis, les échanges forment la jeunesse, forment aussi des valeurs citoyennes, et on en a bien besoin. Et dans les métiers d'art, la notion de partage est importante. Et pour nous, en tous les cas, on souhaite développer à l'international aussi tous ces savoir-faire. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Eh bien, en 2024, on va aller rencontrer les entreprises, spécifiquement de maroquinerie, pour essayer de trouver des lieux de stage pour nos élèves qui sont en formation chez nous. On parle d'international, on va glisser le micro à Inès Mesmar qui représente la Fabrique Nomade. Alors moi j'étais vraiment stupéfait de voir ce que vous avez fait depuis cette création. C'est un très bel outil où finalement vous offrez la possibilité à des personnes réfugiées, des personnes qui viennent de s'installer en France, de s'insérer, de s'intégrer dans la vie française. Il y a des cours de langue, mais elles ont forcément un savoir-faire aussi qu'elles ramènent de leur pérégrination à travers ces différentes étapes. Elles sont ébénistes, elles font de la céramique, elles font du textile, elles font plein de choses. Et vous, la Fabrique Nomade, vous les aidez à l'intégration professionnelle grâce à l'artisanat. C'est fantastique, ça. Tout à fait. Merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui, de pouvoir mettre en lumière l'action que nous faisons au sein de la Fabrique Nomade. Donc, c'est une association qui agit pour l'insertion professionnelle des artisans réfugiés et migrants en France. Je dis bien des artisans, ce sont des personnes, des femmes, des hommes qui viennent du monde entier, qui ont un savoir-faire, mais qui n'est absolument pas rendu visible quand ils arrivent en France.
Et donc, nous sommes nés en fait de ce constat-là, que ces talents en fait sont invisibles dans la société, qu'on va orienter vers des secteurs en tension comme le ménage, la sécurité, le BTP, la restauration. Non pas pour dire que ce sont des sous-métiers, mais ce sont des personnes qui ont un savoir-faire, qu'ils ont mis du temps à acquérir et qui sont surtout passionnés par leur métier. Ils ont ça en eux. Et elles vont, à travers ces parcours d'intégration, et notamment dans ces filières-là, perdre leur savoir-faire. Donc il y a un déclassement professionnel, il y a une perte d'estime de soi, il y a une déqualification, parce que son savoir-faire, quand on ne le pratique pas, on finit aussi par le perdre, à force de ne pas pratiquer. Et donc nous, on agit en tant que révélateur de talents, en allant les dénicher, parce qu'évidemment, il n'est pas simple, il n'y a rien qui est répertorié en France quand les personnes arrivent pour connaître leurs compétences. Donc on s'associe avec des acteurs qu'on appelle, nous, de première ligne, les prescripteurs, qui sont les acteurs de l'emploi, mais aussi les acteurs de l'accueil. Donc les centres d'hébergement, les associations qui donnent des cours de langue, tout un faisceau d'acteurs qui sont en contact direct avec ce public-là et qui vont nous permettre de détecter ces talents. Donc nous, ces artisans, on va les sélectionner sur 3 critères. La passion, donc ça c'est la première chose. On va rechercher et on va identifier chez eux ce qui a été enfoui à cause du parcours migratoire, j'ai envie de dire, mais qui se réallument dès qu'ils parlent de leur métier. Donc on le voit à travers les yeux qui brillent, on le voit quand ils essayent de parler de leur métier, des gestes, des outils qu'ils utilisent, et dès qu'on les remet à l'atelier, la personne revit littéralement. Donc il y a d'abord la passion, il y a la maîtrise du savoir-faire et puis aussi des critères administratifs, puisque les personnes que nous pouvons accompagner sont des personnes qui sont autorisées à rester sur le territoire. Donc voilà, pour déjà un petit peu donner un cas, enfin préciser le type de personnes. L'association a accompagné plus d'une centaine d'artisans aujourd'hui, qui représentent 22 savoir-faire différents. Alors on est loin des 280 qui sont dans la liste, mais quand même c'est en l'espace de 7 ans et qui représentent 34 pays du monde aujourd'hui, donc autant en Afrique qu'en Amérique du Sud, qu'en Asie, aussi dans l'Europe, et bien sûr, évidemment, avec les tristes événements récents, évidemment, beaucoup de personnes qui viennent d'Ukraine et qui ont aussi de l'or entre les mains. Alors Inès, la question qu'on peut se poser, une fois qu'on a posé ce tableau chiffré, que deviennent-elles? Est-ce que vous les suivez? Est-ce qu'elles sont intégrées dans une entreprise? Est-ce qu'elles ont elles-mêmes monté une entreprise? C'est un peu l'objectif final, peut-être. Comment ça se passe, la suite? Alors, je vais peut-être juste expliquer ce qu'ils font au sein de la Fabrique Nomade. Et on enchaîne avec la suite. Voilà. Donc, ils intègrent des parcours qui sont... Aujourd'hui, on en a 2, d'une durée entre 8 mois et 1 an, où ils vont adapter leur savoir-faire au marché français, vont travailler avec leurs pairs, donc des artisans référents qui viennent apporter leur savoir-faire pour les aider à monter en compétences techniques, parce que le métier de bijoutier ne s'exerce pas de la même manière en France, en Italie, mais aussi au Congo ou en Iran ou dans un autre pays d'Amérique du Sud. Donc il est hyper important pour eux de comprendre qu'est-ce qu'on va attendre d'eux, comment se pratique le métier en France, et de pouvoir petit à petit finalement réintégrer, en tout cas intégrer leur métier. Donc ça se passe vraiment d'une manière collaborative, puisqu'ils collaborent avec des artisans, ils collaborent également avec des designers, où ensemble ils vont co-créer un objet qui va être vitrine de leur savoir-faire. Donc ce sont les collections Trait d'Union que nous lançons chaque année. Et il y a évidemment des cours de français, il y a des cours pour leur permettre de comprendre l'environnement économique et culturel dans lequel ils évoluent, et il y a une mise en pratique concrète, puisque ça c'est vraiment la force de nos parcours. Ils sont à 85% en atelier, à travailler avec des artisans, avec d'autres artisans, et on a aussi, on aime dire, et je pense que c'est une vérité que nous observons tous les jours, l'artisanat est un langage universel et qui se partagent. Donc, que ce soit un artisan français ou un artisan, on a parfois autour de l'établi 4 artisans qui ne parlent pas du tout la même langue, mais ils se comprennent. Et donc ça, c'est une force singulière de l'artisanat d'art, et c'est vraiment incroyable de voir effectivement ce qui les unit. C'est vraiment un ADN commun que partagent l'ensemble des artisans, et c'est vraiment une particularité qu'on observe. Donc, ils ont de la mise en pratique, ils passent aussi par des stages en entreprise, mais ils sont d'une manière concrète en atelier. Donc la pratique de français se fait en cours, avec tout un vocabulaire technique qu'ils acquièrent, et puis tout au long de la formation, puisque
parce qu'en atelier, bien, ils vont pratiquer le français. Une fois sortis, on arrive à ma question initiale, et je n'ai pas perdu le fil, Inès. Que deviennent-ils? Ils deviennent, en fait, ils intègrent le secteur. Aujourd'hui, à 77% s'insèrent sur le marché du travail, principalement dans le salariat. Donc, ils sont recrutés par les entreprises qui jouent évidemment un rôle très important. Par le biais de la Fabrique Nomade, ils détectent des talents. Aujourd'hui, les entreprises nous appellent pour détecter un savoir-faire parfois particulier, ou alors aussi les secteurs en tension qui existent dans l'artisanat d'art. Donc notre objectif, nous, c'est de leur permettre de s'insérer grâce à leurs compétences, grâce à leur savoir-faire en France, de trouver leur place, mais leur juste place en France à travers ce qui les anime. Et pour nous, c'est vraiment la conviction profonde que nous avons. Et les entreprises, donc évidemment, nous sommes soutenus par l'État, la région, le département, la ville de Paris, mais également des entreprises, et c'est important de dire qu'ils ont un rôle clé à jouer. Ils sont aujourd'hui face à des besoins de recrutement extrêmement importants. Les artisans sont des personnes passionnées qui sont aussi ont fait preuve de résilience déjà à travers leur parcours et leur histoire, mais aussi ont montré leur capacité d'adaptation en travaillant à la Fabrique Nomade, en essayant de comprendre comment on travaille, en adoptant des nouvelles méthodologies. C'est vraiment toute une remise en question, à la fois de leur savoir-faire, mais de leur pratique, mais aussi d'acquérir de nouvelles choses. Ce n'est pas forcément évident quand on arrive dans un contexte qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue, de dire alors je vais essayer d'apprendre à faire autrement, à enrichir mon savoir-faire. C'est véritablement aussi une transformation pour eux, parce que ça les amène à se re-questionner, à les faire sortir de leur zone de confort. On en parlait tout à l'heure, il y a une intervenante qui en parlait tout à l'heure. Alors ça, c'est du quotidien pour eux, et c'est du coup une vraie force pour l'entreprise que d'accueillir des personnes qui ont su justement faire preuve d'adaptation, d'ouverture, d'écoute et d'échange. Et pour parler des entreprises, effectivement, je voudrais aussi citer... J'allais y venir. Parce qu'on avait comme fil conducteur aujourd'hui LVMH. Oui. J'allais en parler. Et ben voilà, je fais même de la lecture de pensée. Voilà, donc vous alliez en parler, Inès. Oui, tout à fait. Donc, fantastique, on est raccord. Je parlais du rôle principal et du rôle vraiment essentiel que doivent jouer les entreprises. Et c'est vrai que depuis 2019, le groupe LVMH nous soutient la formation aux artisans d'art, soutient l'accompagnement par du mécénat de compétences, par des collaborations. Il y a un très beau projet qui a été mené avec l'artiste Jérémy Gobet à la demande des métiers d'excellence d'LVMH et 5 artisanes qui ont collaboré sur cette très belle œuvre. Et donc, c'est vraiment un soutien à la fois à la promotion, à la fois à leur insertion, à leur montée en compétences. Donc, les entreprises ont évidemment un rôle clé à jouer et elles font partie, ce n'est pas juste l'État, effectivement par des subventions, mais vraiment les entreprises, d'abord elles ont gagné et c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Trouver un talent, c'est pas simple. Trouver une personne, c'est encore motivé, c'est encore une autre paire de manches. Et donc les entreprises, elles ont vraiment leur rôle à jouer pour contribuer à ce que ces talents puissent véritablement exister sur nos territoires. Un petit regard croisé. Armelle, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative? Je suis sûr que vous avez un avis. Je la trouve pourrie. On n'a rien entendu. Fabuleuse. Je trouve ça formidable. Je pense qu'effectivement, les entreprises ont des choses à faire, mais si je reviens un tout petit peu sur le sujet des campus, qui est le mien, mais je vous laisserai parler, je vais être très courte. Effectivement, la tentation, elle est d'aller vers la formation continue, parce que c'est plus souple, plus simple. Or, il y a beaucoup à faire au niveau aussi de la formation initiale. Et je pense qu'il faut faire les deux, d'ailleurs il faut tout, l'orientation, la formation initiale, la formation continue, la formation pour les personnes étrangères, la formation pour les reconvertis, enfin il y en a de partout. Peut-être juste dire très rapidement pour prêcher pour ma chapelle, enfin mon château en l'occurrence. Grande écurie en plus. Nous on a 4 moyens d'action. Le premier, on vient en soutien d'un certain nombre d'établissements qui font appel à nous pour de l'ingénierie pédagogique, moderniser leur formation, créer des synergies. C'est comme ça qu'on est en train de travailler sur la création de doubles diplômes. Donc on est en train de créer un double diplôme entre l'école supérieure du bois, qui est une école d'ingénieurs, et des CAP charpente et charpentiers d'art. On est en train de créer un double diplôme avec le baccalauréat de l'ESSEC sur les métiers de l'artisanat d'art et en même temps qu'un diplôme d'école de commerce. Et on est en train de travailler avec l'école du Louvre sur un double diplôme là aussi. L'idée étant que eh bien, c'est toujours dans cette idée de pouvoir monter le niveau de qualification, comme on l'a entendu,
Voilà. On travaille aussi sur la continuité d'études des jeunes qui sortent de lycée professionnel, puisque c'est important. Donc on a créé des programmes au niveau du campus qui s'appellent les PASSUP, qui rajoutent 200 heures de cours au moment du lycée professionnel et qui accompagnent vers la poursuite d'études pour aller dans le sens de ce qui était dit tout à l'heure, pour que les jeunes de lycée professionnel très motivés puissent continuer leurs études. Donc ça, c'est un travail important. Évidemment, on va dans les écoles. Alors nous, il est important de travailler évidemment avec les lycées professionnels, avec les CFA, mais pas seulement. Donc on agrège les programmes qu'on a entendus. On travaille avec Gabriel Légeret de l'Or dans les mains, on travaille avec Manufacto. Nous, on a le contact direct avec le terrain, avec tous les collèges, avec tous les lycées. Donc on peut pénétrer assez profondément dans l'éducation nationale. Et on s'est dit qu'il fallait développer un programme en première et terminale, dans les très très bons lycées aussi, parce que ça n'est pas qu'une question d'enseignement professionnel. Et donc on commence un programme qui s'appelle Tous Artisans Pilote avec les grands lycées versaillais. Alors ils sont juste à côté, donc le lycée Hoche, le lycée La Bruyère, le lycée Jules Ferry et le lycée Marie Curie pour ceux qui les connaissent. Et donc il va y avoir des cours de charpente, donc 30 heures de cours de charpente en terminale. Alors on a même les classes prépa scientifiques qui tapent à la porte. Donc c'est la bonne nouvelle, il y a plein de gens qui sont intéressés par ces sujets-là et c'est très ouvert. Je ne vais pas aller au-delà. Donc nous, on a ce rôle d'innovation pédagogique. On a aussi des demandes, donc on a les chaumiers, donc là c'est très concret. Il y a un marché du château de Versailles, il faut refaire le hameau de la Reine. Il y a une entreprise, pour ne pas la citer, Ballas, qui a obtenu le marché. Mais ils n'ont plus de chaumiers. Habituellement, ils font appel à des sous-traitants qui sont en Bretagne. Les chaumiers de Bretagne sont pleins de boulot et n'ont pas le temps de se déplacer à Versailles. Donc on a un chantier, une entreprise, de l'argent, une entreprise prête à former son personnel. Donc on va créer une formation chaumier, et c'est ça qui fait la particularité du campus, c'est qu'on peut être très agile. On a la même chose sur le STUC et le staff en Ile-de-France, il n'y a plus de plâtrerie en Ile-de-France. Donc on a recréé, et là on a pris 2 lycées professionnels avec nous pour recréer une mention complémentaire, plâtrier du patrimoine. Voilà, donc c'est ça qu'on fait au niveau du campus, c'est-à-dire qu'on répond aux demandes des professionnels sur des besoins très ponctuels, comme il était dit tout à l'heure, c'est des petits flux, donc on peut être assez agile et adapter l'appareil de formation. Et on travaille avec toutes les forces en présence, les lycées professionnels, les CFA, les écoles du supérieur. Et ça permet, parce que je crois qu'on n'a pas le choix, de travailler collectivement, d'apprendre à se connaître, d'apprendre qui sont les uns et les autres, et de créer ensemble des projets. Bon, on en a plein d'autres, des projets au campus, mais je laisse la parole. Et un travail, et juste une dernière remarque, Carmel, un travail qui est aussi reconnu par l'État, parce que vous faites partie du plan France 2030. Tout à fait. Donc on est lauréat, on est lauréat du France 2030 sur les compétences et métiers d'avenir avec un très beau budget, puisque l'État met 5 millions d'euros dans le fait qu'on modernise. C'est la vie de château, là. 5 voilà. millions d'euros, c'est Comment bon. C'est la vie de château, là. C'est la vie de château, tout à fait. Alors, comme on aménage aussi 6 000 m² d'écurie, 5 millions, c'est pas suffisant pour réaménager un château. Mais on y travaille. Et c'est vrai que l'intérêt d'avoir un lieu vitrine, et pas n'importe où, effectivement en face du château. Donc on a la chance d'avoir des délégations étrangères qui passent. On a eu des Chypriotes, des Cambodgiens, des Vietnamiens, des Brésiliens très intéressés par ces modèles, avec beaucoup d'admiration parce qu'on a la chance que l'État se préoccupe quand même de ces métiers, et avec beaucoup de perspectives de collaboration internationale. Vous le disiez, même ces métiers, en fait, c'est quand même 8 millions d'euros à l'export. Si nos artisans ne sont pas en mesure de travailler à l'étranger, c'est quand même très compliqué. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et je reviens juste à un point très technique. Pour être artisan, pour former dans l'artisanat, c'est des plateaux techniques. Les plateaux techniques dans l'artisanat, c'est 12 jeunes maximum. Donc vous voyez, on parle de petits flux, avec des machines qui souvent coûtent cher. Et donc quand sur un territoire, vous avez juste 2 personnes qui veulent être plâtriers, puis une personne qui veut être plumassière, puis un bijoutier. Vous voyez, la problématique de la formation, elle est quand même très lourde. Donc il faut qu'on se rassemble pour pouvoir travailler collectivement. Voilà, Merci. On va passer le micro à Sophie. Alors Sophie, je l'ai en bas là déjà, le micro. Fantastique. Ça marche ou pas? Ça, c'est un peu la régionale de l'étape, puisque finalement, là, il n'y avait pas les mêmes problématiques que Frédéric de traverser tout le département ce matin pour venir. Non, on est à quelques dizaines de kilomètres. Quelques dizaines de kilomètres. À Champignelles. On est dans un cadre verdoyant, champêtre, bucolique, Champignelles. Ça pourrait même être extrait d'un album de Spirou et Fantasio. C'était Champignac, Champignelles. Auparavant, c'était l'École nationale de Maison-Alfort des vétérinaires qui occupait ces locaux. Vous, avec votre époux Thomas, hop, vous avez empoché la mise, après moult débats, pour installer Mana, donc Campus Mana. Alors Mana, manufacture nationale, Mana c'est exotique, c'est énergie, c'est éternité dans certains dialectes.
expliquez-nous un peu ce rayon de soleil que vous apportez dans cette Puisay-Forterre qui, mesdames, messieurs, peut-être peut avoir ce soir un des plus beaux villages de France. Stéphane Bern, ce soir sur France 2. Druy-les-Belles-Fontaines. J'en viens, j'y habite pour être quand même lauréat. Ça, c'était pour la parenthèse. En toute objectivité, c'est dit. Voilà. Donc, Mana à Champignelles, c'est quoi exactement? Voilà. Oui, Mana à Champignelles, donc c'est un campus qui est un centre de formation au métier du design, architecture et métiers d'art. Nous, on vient, donc nous, les cofondateurs, moi, Thomas Dariel, designer, et nos associés, nous sommes designers, architectes d'intérieur. On vient de cette profession. On a des activités avec une maison d'édition, un studio d'architecture d'intérieur. Nos partenaires sont graphistes, etc. Et on a tous eu l'envie, et en faisant le constat, de créer un lieu où on puisse rencontrer les artisans et travailler ensemble sans que ça soit uniquement sur des commandes commerciales, mais vraiment dans le cadre d'une formation professionnelle, une formation courte. Ce sont des séjours qui sont entre 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et qui font se rencontrer les créateurs, designers, architectes, graphistes, artistes. On va jusqu'aux artistes, beaux-arts également, avec les artisans d'une région. La région, donc c'est comme vous disiez, c'est la Puisay-Forterre, qui est dans l'Yonne, qui est dans la Bourgogne-Franche-Comté. Et la Puisay-Forterre est riche d'une terre fertile, bocage, etc., des forêts, des champs, des rivières, Sophie, on a même des loups de temps en temps, on a même des loups qui passent. Et oui, des loups, plein d'animaux. Et également de matières premières et de matières à travailler. On a le village de Saint-Amand avec les carrières de grès. Nous avons des centres d'art graphique comme la Métairie Bruyère, par exemple, qui s'est installée il y a 50 ans dans la région. L'école Le Knifop, qui forme les potiers, les céramistes depuis 40 ans. Donc on est dans une région qui est très active dans les métiers d'art et dans la création en général. Et on peut rajouter, aux matières premières. Le château de Guédelon, quand même. Alors nous avons, quand on parle de métiers d'art, 20 ans, voilà. Depuis 20 ans, le château de Guédelon, qui est un chantier complètement à part, avec cette ambition de recréer un château fort du XIIIe, mais dans le temps présent, mais avec les techniques et la lenteur de la création de l'époque, et qui est totalement un ovni, je pense, en France et peut-être dans le monde, et qui s'allie aux châteaux environnants, dont Saint-Fargeau, qui a son spectacle incroyable, mais surtout aussi le château de Ratilly, qui a été vraiment visionnaire et précurseur, et qui est un lieu de création, qui a des ateliers de céramique et qui accueille un public de professionnels et non professionnels sur le territoire de Puisay-Forterre depuis 30 ans, 40 ans, je me fais corriger. Et donc, on est entouré de savoir-faire. Depuis quelques années où on a découvert la région, nous, on vient de Paris, Bretagne, on a vécu 20 ans à Shanghai également, donc là, on s'éloigne complètement de la Bourgogne-Franche-Comté, mais on a pu découvrir justement des techniques et des savoir-faire d'une autre culture et qui nous ont beaucoup inspirés pour les collaborations entre designers, architectes et artisans. Donc on vient de là, et Shanghai, qui est une ville très dynamique, qui est un peu le New York asiatique, et qui donc a des moyens énormes pour tout ce qui est création justement de centres d'art et de centres de formation, et qui détonne complètement en Asie, dans la lignée du Japon évidemment, qui est juste à côté. Bref, pour revenir à la Puisay-Forterre, on s'est installé sur le territoire en découvrant les savoir-faire, en rencontrant les artisans, en ayant déjà des projets avec eux sur nos activités de designer, d'architecture d'intérieur. Et de fil en aiguille est venu le projet de créer le Campus Mana, le centre de formation. On a ouvert lundi dernier, pour information. Là, les premiers stagiaires sont en train de rendre leurs travaux à la formatrice qui les a initiés à la création de la couleur végétale. Et les profils des participants sont architectes d'intérieur, graphistes, céramistes, parce que les artisans sont des personnes qui vont venir se former chez nous sur une autre matière ou un autre savoir-faire qui va venir compléter le leur. On a
40 hectares en pleine nature, donc ancien campus de l'École nationale de vétérinaire de Maisons-Alfort, que nous avons pu connaître et identifier grâce à la communauté de communes de Puisay-Forterre, qui nous a identifié ce lieu comme un lieu idéal pour créer Campus Mana. Et donc 40 hectares, 4000 m² de bâtiments, des ateliers de fabrication autour du bois, le métal, la céramique, la couleur, et on espère, donc là c'est actuellement cet état, et on espère par la suite avoir des ateliers de tissage et maroquinerie. On cherche des partenaires pour le sujet. Eh ben justement, on va donc passer le voilà, micro à Frédéric, parce que quand on parle de maroquinerie, elle oui. a plein de choses à dire sur les formations, Frédéric. Oui, oui, voilà. La maroquinerie, bien sûr. Mais je voulais revenir sur la notion de formation. Parce que c'est le cœur du projet du lycée professionnel, la formation et l'orientation. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et simplement pour expliquer qu'on a bien conscience que les métiers d'art, ça peut être le fruit d'un parcours plus sinueux, même si les courbes sont belles au final dans un parcours. L'éducation nationale ne prône pas le parcours unique, rectiligne. Bien au contraire, on a compris que d'ailleurs avec l'âge, les sensibilités peuvent se développer, l'intérêt aux matières peut croître. Donc on organise au sein des lycées professionnels, parce que c'est important de le préciser, à la fois aussi des retours en formation pour des adultes qui veulent revenir sur des formations CAP par alternance, par exemple, et aussi des élèves qui sont dans un circuit dans les lycées généraux pour lesquels on ouvre les portes en première avec des passerelles. Donc on ouvre vraiment le lycée professionnel, et l'éducation nationale, elle est consciente de ces enjeux-là, de ces parcours qui peuvent être différents, de ces ouvertures de filières qui augmentent justement en fonction de la demande des parcours et des demandes. Par exemple, on accueille dans les lycées professionnels sur quelques types de formations des reconversions professionnelles. On accueille dans les lycées professionnels des adultes qui cherchent un sens. Alors justement, quel est le profil? Oui. On parlait tout à l'heure, c'était un de nos fils rouges, la reconversion. On est en plein dedans. Ils viennent d'où? Ces personnes viennent d'où? Qu'est-ce qu'elles ont fait avant? Est-ce que c'est vraiment par plaisir, par passion? C'est par défaut? C'est parce qu'elles en avaient... Il y a eu un ras-le-bol de la vie traditionnelle, quotidienne, et hop, on a un savoir-faire dans les doigts, des doigts de fée, des doigts d'or, je ne sais pas, et on veut faire du métier d'art. Comment ça se passe? Nous, cette semaine, en formation Campus Mana, on a une reconversion, par exemple, d'une dame qui est au ministère des Finances et qui prend sa retraite dans un mois et qui va se lancer dans la fabrication de foulards sur tissu japonais et qui voulait apprendre à travailler la couleur naturelle. Je crois qu'il y a autant de parcours que de raisons. Je crois qu'on a eu la chance, peut-être, c'est pas ironique ce que je dis, sur des crises pour lesquelles on s'est questionné sur... des valeurs un peu existentielles. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que finalement la course au profit a un sens? Finalement, je reconnais dans la transmission des valeurs fondamentales qui me permettent d'être dans un monde qui me semble plus cohérent. Ça peut être ce genre de questionnement, en fait. En tout cas, on accueille je pense que ce sont des personnes qui ne viennent pas, évidemment, par besoin vital. Je crois qu'il y a une vraie réflexion préalable pour dire « je vais aller vers ces métiers d'art ». Je me suis questionnée, je me reconvertis. C'est une qualité de vie professionnelle. On veut faire on a envie de faire ce qu'on a envie de faire depuis très longtemps, mais qu'on n'a jamais pu faire. Je crois qu'il y a des déclencheurs dans la vie, comme chez les élèves. Il y a des moments clés, il y a des questionnements, il y a une rencontre, il y a un reportage, il y a une visite sur une exposition, il y a des rencontres avec ces femmes qui sont, quand on les écoute, on a juste envie d'aller les rencontrer encore au plus près de ce qu'elles font. Tout ça fait qu'à un moment donné, la question se pose, et puis l'impétueuse envie de se faire une deuxième vie. Donc voilà. C'est un déclic. C'est un déclic. Le déclic. Armelle, Inès, pour réagir là-dessus, Alors, moi, c'est juste un retour d'une expérience, parce qu'on a créé avec Artisans d'Avenir une formation qui accompagne les reconvertis dans leur choix professionnel. Donc, on n'accompagne pas sur la pratique professionnelle. Là, on est en lien avec des lycées professionnels, des CFA, etc. On accompagne des gens qui ont soit commencé cette formation, soit qui essayent de sauter le pas. Et donc, c'est un accompagnement sur 3 mois
avec tout un tas d'informations autour des modèles économiques, des modèles juridiques, des enjeux de transformation de vie, des enjeux d'approvisionnement matière, parce qu'il y a un tout petit peu de romantisme aussi dans le choix de reconversion. Et ce dont on se rend compte, c'est que il y a quand même aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres officiels, mais on les voit revenir un peu, mais je vais dire entre un tiers et la moitié de reconvertis qui, au bout de 2 ans, reprend son ancien métier. Parce que, en fait, ça gagne moins, c'est pénible. Je donne un exemple d'un reconverti en pâtisserie. Il faut bosser le 25 matin. Bah oui, c'est là où on fait quand même pas mal de chiffre d'affaires. Et c'est des choix de vie qui sont importants. Le poids du foncier est important. Nous, on est en région parisienne. Tout d'un coup, on se pose la question justement de partir. Il y a la question des enfants, des familles. C'est pas du tout le même rythme de vie. Et donc, ce sont des questions qui embarquent une transformation très importante des modes de vie. Et donc, il y a des trajectoires vraiment très variées. C'est-à-dire, il y a des déclencheurs, des coups, il y a des post-burnout. Ça arrive, mais je veux dire, dans l'ensemble, ce sont des gens qui avaient une pratique amateur. Je veux dire ce que j'ai vu, une pratique amateur, et qui, à un moment donné, se dit: je vais en faire un vrai projet professionnel et je vais devenir entrepreneur. Donc le lien, il est assez intime entre le passage vers l'artisanat et l'entrepreneuriat. On cherche, parce que c'est aussi un sujet, est-ce qu'il y a des repreneurs, parce qu'on pense qu'il faut que les repreneurs aient une vision de la pratique artisanale aussi. Pour l'instant, on a très peu de repreneurs qui sont venus vers nous par le biais de l'artisanat. Voilà. Donc ça peut être par la passion. Inès, une réaction justement, est-ce que dans vos publics que vous croisez, est-ce qu'il y a ce souci, enfin est-ce qu'il peut y avoir aussi ce côté de déclic? Finalement, on disait tout à l'heure que ce sont des personnes qui venaient d'autres pays, qui pratiquaient dans leur pays, et finalement vous leur offrez cette opportunité. Donc c'est une continuité naturelle. Alors c'est pas du tout une continuité naturelle, parce que très souvent, enfin en tout cas ça arrive qu'ils sont déjà sur le territoire, en tout cas en France depuis un certain nombre d'années, voire même 10 ans, et qui en fait le déclic se fait au moment où ils découvrent la fabrique nomade. Et je pense notamment à Hemanta, qui est un bijoutier sri-lankais qui a travaillé pendant 10 ans dans la restauration. Et un jour, il tombe par hasard sur un article sur Internet. Il découvre la fabrique nomade. Et là, il franchit le pas, il vient nous rencontrer, il fait sa formation. Et à l'issue de la formation, mais direct, il est directement employé dans une très très belle maison. Et alors que pour lui, c'était inenvisageable. Il est resté 10 ans dans la restauration avec son savoir-faire qui était mis aux oubliettes. Donc il n'y a pas de reconversion, parce que ce sont vraiment des personnes qu'on va chercher à travers justement un savoir-faire. Mais par contre, effectivement, il y a ces déclics-là. Quand ils arrivent, très clairement, ils ne viennent pas en se disant qu'ils vont refaire leur métier. Ils savent qu'ils perdent beaucoup ils sont portés par l'urgence et la survie. Donc la première chose c'est vraiment de trouver pour eux, pour leurs enfants, parce qu'ils ne viennent pas forcément seuls, bien des moyens de subsistance. Et très souvent, les métiers qu'on leur propose, ce n'est pas du tout leur métier. Donc là, de leur donner l'opportunité de pouvoir non seulement exercer leur métier, mais exercer leur passion et être ce qu'ils sont, parce que c'est ça dont il s'agit véritablement, eh bien effectivement, pour eux, ils le vivent comme une chance. Et c'est pour ça qu'ils donnent tout. Et aussi... La conséquence, je dirais, de l'action, parce qu'on parle de maquis, mais l'action de la fabrique nomade, elle s'est plutôt construite sur un désert. Il n'existait rien pour les artisans réfugiés et migrants, rien qui n'était adapté. En regardant dans ce qu'il existe de la formation ou les dispositifs de valorisation, la VAE, valorisation des acquis de l'expérience, c'était complètement impossible, parce qu'on leur demande un rapport de 90 pages présentant leurs expériences professionnelles. Complètement. Donc là, c'est plutôt effectivement une initiative qui émane du terrain, d'un besoin, d'un public qui a un savoir-faire, mais qui n'arrive pas à s'insérer. Et donc, on trouve ce parcours-là. Et je dirais la chance pour nous, on parlait ce matin de préservation des savoir-faire, eh bien c'est ça, on vient sauver un patrimoine. Ces personnes qui viennent du monde entier, eh bien, on vient enrichir notre patrimoine français, on vient enrichir notre culture de ces pratiques, de ces techniques, de ces métiers qui viennent d'ailleurs et qui viennent renforcer aussi cette ouverture qu'a la France, à la fois sur le monde par rapport à ce qu'elle transfère et ce qu'elle partage comme expertise, mais aussi parce qu'elle accueille. Et donc, je pense que c'est intéressant de regarder aussi cette focale-là. Et aussi pour rebondir par rapport à ce qui a été dit ce matin, nous avons parlé de durabilité. Je regrette juste qu'on a parlé de la durabilité uniquement sur l'axe, en tout cas,
de la transition écologique. La durabilité, c'est aussi sur les enjeux sociétaux. C'est aussi sur l'enjeu social, sur comment on fait société ensemble. Donc, très souvent, on réduit la durabilité ou le développement durable ou même la RSE. Enfin, il y a énormément de termes aujourd'hui, mais on oublie souvent le social. L'humain est au cœur de notre société et de valoriser des talents, leur permettre de s'intégrer pleinement dans la société, c'est une double reconnaissance de cette personne qui est reconnue en tant que c'est qu'elle est et de la société qui fait cet effort, en tout cas, pour la reconnaître également. Et c'est vraiment là où on a le win-win, quoi, le gagnant pour la personne et pour la société et l'entreprise qui l'accueille. Inès, vous nous avez convaincus, ça fonctionne. Alors, est-ce que demain, il va y avoir une franchise à travers l'Hexagone? Parce que là, vous êtes installé avenue Daumesnil dans le 12e arrondissement à Paris. Forcément, avec tout ce que vous nous avez vendu, entre guillemets, de positif, demain, c'est Bordeaux, c'est Marseille, c'est Lille, c'est Strasbourg, c'est partout. C'est ça le projet? Alors, le projet, alors déjà, on va beaucoup plus loin que la France puisqu'on on a un projet de partenariat avec le Conseil des métiers d'art du Québec. Donc, on a été outre-Atlantique pour diffuser et s'aimer notre modèle, notre manière, notre démarche d'accompagnement et de formation pour ce public-là en particulier. Et on a effectivement appelé sur les territoires, notamment dans certaines régions. Il y a aussi, on a été également appelé par l'Italie. Et effectivement, les besoins sont dans différents territoires. On a travaillé avec Villes et Métiers d'Art, on a en tout cas des échanges. Et il y a certaines régions qui nous appellent pour savoir comment faire, comment mettre en place des dispositifs d'accompagnement, comment intégrer ce public qui sont sur ces territoires-là. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir collaborer avec l'ensemble des acteurs, et ils sont pluriels, les acteurs de l'emploi, les acteurs sociaux, les entreprises, l'État. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Et c'est pas si simple. La question, on n'en a pas parlé, des certifications est extrêmement importante. On a des enjeux, nous, forts. On a créé une certification professionnelle. Ça fait 4 ans qu'elle est en dépôt et qu'on attend qu'elle puisse être validée par France Compétences. On nous dit que ce ne sont pas des secteurs qui sont en tension. On nous dit ça ne touche que peu de personnes. Donc la pertinence de créer cette certification, elle est questionnée. Aujourd'hui, on fait face vraiment à un barrage d'un point de vue de la reconnaissance des compétences. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Donc, on se tourne vers les organisations professionnelles, on se tourne vers les fédérations. Comment créer des outils plus simples, enfin en tout cas qui permettent d'aboutir, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de certification. Ils sont dépendants notamment de financement pour nous, de reconnaissance pour les artisans, c'est extrêmement important. Le Canada, le Québec nous donnent des exemples, et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec eux, parce qu'ils ont trouvé d'autres manières de valider et reconnaître les expériences. Nous, ici en France, on fait vraiment face à un mur. Voilà, on a beaucoup de mal, bien qu'on ait créé la certification, à la faire reconnaître. Bon, il faudra quelques années de plus. Peut-être on se reverra dans l'édition 15 ou 20. On en reparlera. Avant de passer la parole au public pour les questions, bien sûr, c'est une boutade. On sait bien que tout va très vite en France, c'est bien connu. Formation, qui dit formation, dit coût. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre le coût et la formation? Est-ce que ces apprenants sont aidés? Est-ce que vous intervenez aussi pour les soutenir financièrement? Je voulais avoir votre opinion rapide, Armelle, rapide, sur ce sujet. Ok, Rapide. Donc nous, on a développé un certain nombre de formations gratuites. Donc évidemment, il y a les formations qu'on porte et qu'on valorise, donc on apporte notre aide gratuitement, parce que c'est notre rôle aux établissements, des lycées professionnels, des CFA, pour valoriser l'ensemble de ces formations. On a créé, par ailleurs, dans ce qui n'existait pas, des formations gratuites. Donc on a par exemple un diplôme universitaire qui s'appelle « De la forêt au salon », où pendant 1 an, une fois qu'on a le bac, des jeunes peuvent découvrir les métiers de la forêt, de la charpente, la menuiserie, l'ébénisterie, la marqueterie, parce que l'idée, c'est d'ouvrir les possibles avant qu'ils se décident et qu'ils se spécialisent. On ouvre une classe prépa métier d'art d'excellence avec un cycle textile, un cycle bois, un cycle verre et puis un cycle métal. Pareil, l'idée étant d'attirer les jeunes un maximum et donc de leur faire tester non pas sur juste un atelier de sensibilisation, mais sur une année complète. Ce sont des années gratuites, donc charge à nous de trouver les financements. Donc on répond aux appels à projets publics, on va chercher des mécènes, on développe un modèle un peu ESS, c'est-à-dire qu'on fait des événements qui nous rapportent de l'argent, qu'on utilise ensuite pour financer de la formation. Donc on a un modèle économique un peu complexe. La formation continue, elle est payante, mais grâce à l'aide et à la proximité qu'on a de Pôle emploi,
et puis de différents organismes, on arrive à réduire au maximum les coûts. C'est une vraie question, l'accessibilité de ces formations. On voit bien qu'on a des jeunes qui veulent faire bijouterie, il n'y en a pas du tout dans l'Ouest francilien. Il y a soit l'école Boulle qui est déjà loin, soit la Haute École de Joaillerie, là c'est déjà un coût certain, etc. Donc on a un vrai enjeu à les rendre accessibles. Et je pense que c'est notre rôle à nous, campus. Alors je parle du mien, mais je parle de tous. Il y en a partout sur le territoire français, ils sont super. Je vois en Touraine, il y en a en Occitanie, évidemment celui de Bourgogne-Franche-Comté. On est plein à vouloir travailler comme ça, c'est-à-dire être acteur d'innovation et de créativité pour faire en sorte que ces formations soient accessibles. Donc on est là pour faire l'ingénierie financière et faire en sorte que ce soit accessible pour tous. Sophie, gratuité, Emana? Non, pas pour l'instant. Merci, mais Sophie. on est un centre de formation privé. On est en cours de certification Calliope. Donc Calliope qui reconnaît la qualité de la formation, du centre de formation, et donc qui va permettre aux entreprises et aux architectes, designers qui sont notre public et donc nos participants, nos stagiaires, de pouvoir avoir des aides de financement via les processus de compte pour la formation, etc. Donc Calliope, c'est vrai, nous, est vraiment notre sésame pour que les participants puissent financer leur formation en douceur. Inès, gratuité ou pas? Alors, ça marche pas, je crois. Si, ça marche. Pardon. Nous, nos formations sont entièrement gratuites puisque nous sommes soutenus par l'État, par des fonds aussi privés. Et ils sont aussi rémunérés dans la mesure où nous sommes conventionnés par l'État en tant que chantier d'insertion. Donc, ils sont salariés en insertion. Et c'est ce qui permet véritablement de sécuriser ces parcours pour des personnes qui sont extrêmement précaires, dans des situations aussi vraiment particulièrement fragiles. Donc, c'est un public qui est quand même vulnérable. Et donc, voilà, ils sont rémunérés à travers ce dispositif chantier d'insertion qui existe pour toute la France et pas juste pour ce public-là. Toutes les personnes éloignées de l'emploi, et les dispositifs sont évidemment gratuits. Et Frédéric, pour la gratuité? Alors, c'est gratuit. C'est gratuit dans les lycées professionnels en formation initiale, et encore, on va même cette année avec la réforme de la voie professionnelle, pouvoir valoriser les parcours dans les entreprises, puisque les stages vont être payés. Enfin, en tout cas, les élèves pourront bénéficier d'un petit versement. On n'est pas de l'ordre d'un salaire important, évidemment, mais néanmoins, ça montre l'attachement aussi, et de valoriser ces périodes en entreprise. Donc, c'est tout nouveau. Ça va être mis en place à la rentrée. Pour les reconversions et pour les projets suite à un déclic, j'encourage les personnes aussi d'aller frapper à la porte des GRETA, des CFA académiques, qui permettent aussi de créer du lien avec les entreprises et travailler sur des projets de reconversion par l'alternance. Là encore, c'est des beaux projets qui sont proposés par ces plateformes et qui sont inventives et qui poussent l'excellence bien au-delà des formations classiques. Voilà. Oui, merci, puisqu'on va arriver vers la conclusion de ces rencontres aujourd'hui. D'abord, féliciter les organisateurs pour l'excellente tenue de ces premières rencontres. J'espère qu'elles seront suivies d'autres. Et puis, la qualité des échanges que nous avons pu avoir. Alors, depuis tout à l'heure, je regarde ce qui est sur l'écran, les rencontres économiques des métiers d'art. D'économie, on en a peu parlé. Et à mon avis, pas suffisamment. Et notamment l'importance de la commande publique. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé du luxe et de ce que font les entreprises du luxe. C'est remarquable, et notamment à l'export. Mais il ne faudrait pas non plus sous-estimer le poids et l'importance de la commande publique et aussi des collectivités. Des élus sont encore présents dans la salle et je ne veux pas parler à leur place, mais aussi eux sont parfois donneurs d'ordre et donc il me semblait intéressant de les entendre. Et puis la deuxième suggestion pour les prochaines rencontres, c'est aussi de faire venir des responsables d'organisations professionnelles des métiers d'art. Je pense à Ateliers d'Art de France ou à la Confédération nationale des métiers d'art, parce qu'on ne peut pas parler des métiers d'art sans avoir aussi le point de vue de ces organisations professionnelles qui sont assez importantes et qui fédèrent beaucoup de métiers. Donc voilà, suggestions pour l'avenir, félicitations pour aujourd'hui. Pierre, si tu peux... Enfin, on va faire glisser le micro à André Villiers, puisqu'on a la chance qu'il soit là. Notre député, mesdames, messieurs. Donc, alors, André, très court comme d'habitude pour la réponse. Sinon, on passe le week-end ici. Vous prenez tous les risques.
Alors, je remercie Pierre Martin pour son interpellation et c'est avec plaisir que j'interviens. Mes premiers mots iront pour féliciter les organisateurs de ces rencontres économiques sur les métiers d'art, évidemment, en premier lieu desquels la mairie de Tonnerre et son maire Cédric Clèche. Je voudrais ensuite m'interroger sur l'actualité et mettre en perspective les métiers d'art avec l'époque que nous traversons. Ce matin, j'ai eu, non pas un goût d'amertume, mais je me disais quand même que nous sommes sur un créneau très particulier, celui du luxe. En valeur relative, c'est 3% du produit intérieur brut. Si on y ajoute le tourisme, on va doubler la quotité. Donc ça reste marginal par rapport à la richesse nationale. Et il se passe en ce moment dans notre pays un déséquilibre profond de notre société. Et je me dis que nous étions aujourd'hui singulièrement en décalage par rapport à l'ambiance sociale et au sujet, mais c'est tout à fait le hasard de l'actualité, mais je ne pouvais pas, en tout cas, ne pas l'exprimer. Mon cher Pierre, en matière de commande publique et d'intervention des élus dans ce domaine, moi je suis le plus mal placé, puisqu'en tant que parlementaire, en tant que député, au nom de la transparence de la vie publique, on nous a sucré la réserve parlementaire, qui nous permettait, il y a quelques années, d'intervenir pour ça et là, apporter un petit peu de baume au cœur, notamment sur nos territoires ruraux. Ce n'est plus le cas, et je suis l'auteur en ce moment d'une PPL avec un collègue LR qui est Dino Cinieri, du retour à la réserve parlementaire pour faire en sorte que, eh bien, on puisse être un acteur de notre territoire. Alors, je me satisfais d'une certaine manière, puisque je me dis qu'en votant le budget de la nation, j'apporte la possibilité à l'ensemble des collectivités territoriales, que sont les communes, les départements et les régions, la possibilité d'intervenir financièrement et de participer à la commande publique. Donc, à ma manière, je me félicite de pouvoir financer eh bien, un mouvement qui doit encourager sur nos territoires la présence des métiers d'art. En conclusion, je dirais, et en citant Dostoïevski, à qui on prête d'avoir écrit dans un roman qui l'a rendu célèbre, qui est L'Idiot, une formule qui est la suivante: la beauté sauvera le monde. Voilà, j'avais envie de vous le dire parce que nous en avons absolument besoin. Donc si j'ai commencé par un moment d'amertume, je termine par un moment d'espérance qui vise, venant de Vézelay, je ne peux pas faire moins. Vézelay, c'est le porte-voix de la pensée occidentale. Donc je voudrais adresser ce message depuis Tonnerre pour que notre pays retrouve sa quiétude. Voilà, merci. Merci André. Merci André, on passe le micro. Alors précisons qu'André Villiers, en moins de 2 minutes, c'est vraiment exceptionnel, c'est dans le livre des records. Une dernière question avant de rendre la parole à Sylvie pour les conclusions. Est-ce qu'il y a encore une question? Allez, 1, 2, 3. C'est comme les enchères. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ben, mesdames, messieurs, on applaudit nos intervenants, on est dans le timing. Et je rends la parole à Sylvie pour la partie conclusion. Merci à vous.